Bonne conférence. Voilà, merci Françoise. Donc effectivement, on va parler de sommeil aujourd'hui. Alors je vais vous faire une rapide présentation de qui je suis et mon parcours, ainsi que l'approche naturopathique pour les personnes qui ne connaissent pas. Ensuite, on va parler du sommeil, à quoi il sert et comment le favoriser. Et enfin, on verra ce qui vous intéresse probablement plus précisément, à savoir la gestion des troubles du sommeil en naturopathie. Donc, comme le disait François, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Si on n'a pas le temps d'y répondre, sachant que le webinaire est censé durer de 13h à 14h, ben, on pourra vous répondre par la suite, surtout si vous nous écrivez un petit message à l'adresse mail où vous avez reçu l'invitation. Voilà, alors très rapidement, en deux mots, hein, qui suis-je? Donc j'ai 44 ans, j'ai une fille de 16 ans et ma formation de base, c'est ingénieur chimiste. Et j'ai travaillé ensuite dans l'industrie ainsi que dans le conseil en environnement. Et vous allez voir que mon parcours vers la naturopathie, en fait, c'est pas du tout une prédisposition de base, à savoir que j'y suis venue vraiment plutôt à titre personnel. Donc j'ai toujours eu une certaine curiosité pour tout ce qui est nutrition, effet maison et les méthodes naturelles pour rester en forme. C'était pour moi une nécessité que de bien comprendre ce qui se passait dans mon corps parce que il y a pas mal d'années, je faisais un petit peu n'importe quoi, tant en termes d'hygiène de vie que d'hygiène alimentaire. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai décidé de me former pour bien comprendre et puis mettre en place une nouvelle hygiène de vie. Et en fait, pendant cette formation, bah, ça a vraiment été une révélation et je me suis dit, ah bah oui, c'est génial, c'est ça que je veux faire et c'est comme ça que je me suis installée en tant que naturopathe. Donc je fais beaucoup de conseils en tout ce qui est diététique, nutrition. Vous allez voir que j'en parle pas mal aujourd'hui. Je travaille aussi beaucoup avec les plantes et les huiles essentielles. Et donc par rapport à la partie sportive, donc c'est vrai que j'ai moi-même un parcours de sportive et donc je propose un accompagnement pour les sportifs, que ce soit la reprise d'une activité sportive ou bien aussi tout simplement un sportif qui a un objectif particulier. Alors bon, voilà, vraiment très rapidement mon parcours sportif en fait, donc je pratique l'ultra trail et donc c'est vrai que l'hygiène de vie et l'approche naturopathique sont vraiment très très intéressantes pour cette pratique qui demande beaucoup au corps. Où il faut vraiment faire très attention à la manière de laquelle on s'alimente, la manière de laquelle on dort, on se repose, on gère le stress, etc. Alors voilà, c'était vraiment en deux mots puisque c'est pas l'objet du webinaire. Alors l'approche naturopathique, donc pour ceux qui ne connaissent pas et vraiment très rapidement là aussi, elle est très intéressante parce qu'elle permet de prendre en compte l'individu dans sa globalité. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder uniquement un symptôme, mais on va regarder vraiment la personne dans sa globalité. On travaille beaucoup avec la notion de terrain, c'est-à-dire que chaque cas est unique et c'est aussi une visée préventive. Alors j'aime toujours dire que c'est un éducateur de santé, le naturopathe. L'idée, c'est vraiment de prévenir pour durer. Juste une petite question et vous pouvez me répondre par chat. Vous voyez bien la présentation, rassurez-moi. N'hésitez pas à me répondre pour me dire si vous voyez bien la présentation. Ça serait bien. Ce serait mieux, oui. Normalement, oui, mais Oui, parfait, parfait, super. merci. Alors, en naturopathie, donc, on s'appuie sur trois piliers principaux qui sont le premier, l'alimentation. On va vraiment aller vers une alimentation qui est saine et vivante. Alors, vous allez voir qu'il y a déjà des erreurs alimentaires qui nuisent malheureusement à un bon sommeil. On va s'appuyer aussi, deuxième pilier, sur tout ce qui est gestion du stress et des émotions. Alors là, bon, évidemment, c'est très logique, hein. Plus on est stressé, plus on a du mal à gérer ses émotions, et évidemment, plus le sommeil sera perturbé. Enfin, l'activité physique, qui est le troisième pilier de la naturopathie avec les respirations. L'idée, c'est d'avoir une activité physique au plus juste, c'est-à-dire ni trop, ni trop peu, hein. Donc être fatigué juste comme il faut, puis arriver à bien gérer son stress de manière à pouvoir bien s'endormir, mais aussi bien se rendormir. Ne vous inquiétez pas, je vais développer tout ça par la suite. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est l'approche naturopathique, c'est aussi important de vous dire ce que n'est pas l'approche naturopathique. Donc, très important, hein, ce n'est pas une pratique de médecine. Je ne suis pas passée par la fac de médecine. Donc, à ce titre-là, je ne fais pas de prescription, je ne prescris pas des médicaments. Et du coup, pour éviter tout problème ou toute confusion, on va parler de clients et pas de patients quand on travaille en naturopathie.
Donc, à aucun moment un naturopathe ne va demander à un client d'arrêter son traitement, de médicaments, a fortiori si c'est pour des pathologies lourdes, et donc il ne pose pas de diagnostic, hein. Tout ça, c'est du registre du médecin. Alors, maintenant que vous voyez ce qu'est la naturopathie, vous imaginez bien que, il y a énormément de motivations ou de raisons pour consulter. Alors je les ai listées là, hein, on ne va pas s'étendre, plus avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, c'est avant tout de garder la forme, donc d'anticiper, hein. C'est plutôt de la prévention que, de la correction. Malheureusement, la plupart des personnes que je reçois en consultation, c'est quand même toujours pour de la correction. Mais malgré tout, hein, on peut aller voir un naturopathe juste pour vérifier qu'on fait les choses correctement et que ça va durer pendant, longtemps. Alors le sommeil, à quoi sert-il? Bon, c'est assez facile, hein, quand vous dormez mal, vous savez que vous vous réveillez, vous êtes de mauvaise humeur, vous avez d'énergie pour rien. Donc forcément, ça sert à avoir déjà la bonne humeur et de l'énergie. Mais ça sert aussi, à plein de processus de régénération dans le corps, à savoir, la régénération des tissus du foie, les tissus des muscles, ça va permettre de renforcer le système immunitaire, de consolider tout ce qui est mémoire. Alors par rapport à la croissance, ben, c'est pendant le sommeil aussi qu'on sécrète les hormones de croissance. Donc il faut savoir que ça se fait plutôt en début, de sommeil. C'est pourquoi quand on a des enfants qui ont des problèmes d'endormissement ou qui ont un début de cycle qui est vraiment très perturbé, cela peut amener à des problèmes de croissance. Pendant le sommeil, on a aussi tout ce qui est détox, détoxification, élimination des déchets. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'avoir un sommeil réparateur de manière à ce que le corps puisse bien se purifier et le lendemain matin, qu'on se réveille avec un corps qui est presque comme neuf. Alors, il fonctionne, suivant différentes composantes. Donc on a d'abord une notion qui est très importante, qui est le rythme circadien, hein. C'est une expression que vous avez probablement déjà entendue. En fait, ça vient de 2 termes qui, signifient environ un jour. C'est-à-dire que c'est vraiment, un renouvellement qui se fait sur un cycle de 24 heures. Alors là, je vous ai mis un graphique, du rythme circadien de la température. On voit que la température elle diminue fortement dans la nuit, puis en fait, elle augmente pendant le début de la journée. On va avoir un petit creux après la pause déjeuner. La température va remonter à nouveau et elle va redescendre à nouveau pendant la nuit. Alors, c'est pas un hasard, hein, c'est pas juste pour avoir des chauds froids, mais c'est vraiment que ça va permettre notamment de voir cette gestion de la veille et du sommeil. Le rythme circadien, il permet aussi de gérer tout ce qui est fréquence cardiaque, la sécrétion des hormones, l'humeur. Il gère vraiment pas mal de choses au sein de notre corps. L'alternance éveil-sommeil, elle est gérée notamment par la sécrétion d'un neurotransmetteur, hein, qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est un précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, hein. Elle est bien connue parce que, on lui attribue pas mal de solutions miracles. Donc la sérotonine, en l'occurrence, sa sécrétion est maximale pendant l'éveil et elle diminue pendant le sommeil, voire elle s'arrête complètement pendant le sommeil paradoxal. Donc ce qu'on comprend bien, c'est que, comme la sérotonine qui est sécrétée de manière maximale pendant l'éveil et qui, elle, est un précurseur de la mélatonine qui, elle, est l'hormone du sommeil, ben, finalement, le sommeil, il va se préparer aussi pendant la phase d'éveil. Alors la lumière, elle a un rôle très important sur, le rythme veille-sommeil, puisque l'obscurité est nécessaire pour sécréter la mélatonine. Donc c'est simplement la lumière va bloquer sa sécrétion. Alors ça explique pourquoi en hiver, là, typiquement en ce moment, le soleil enfin le jour se lève tard. Le soleil, là, on a de la chance aujourd'hui, il y en a, mais donc en hiver, comme le jour se lève plus tard et qu'il se couche plus tôt, bah forcément, on va avoir un rythme de sommeil, donc un rythme circadien qui va être plus long. Si le soir, vous êtes devant les écrans, vous avez des lumières vives là à l'endroit où vous habitez, forcément votre sommeil va être perturbé. Vous allez avoir peut-être du mal à vous endormir. Donc là, il y a des solutions pour ça, hein, ne serait-ce que de laisser tomber tout ce qui est lumière vive et écran en fin de journée, dans la mesure du possible.
Alors, il y a aussi les contraintes socio-professionnelles, et ne serait-ce que le rythme scolaire ou professionnel, et notamment, je pense aux personnes qui sont en rythme décalé. Bah, ces personnes-là, il faut absolument veiller à un sommeil qui soit égal, parce que, malgré l'alternance entre le travail du matin, le travail de l'après-midi, le travail de nuit, il faut arriver à garder un bon rythme. Donc si on dort de trop, ben, c'est pas non plus une bonne chose, hein. Par exemple, pour des personnes qui manquent de régularité dans leur vie. Je pense à des personnes qui n'ont pas de contraintes socio-professionnelles. Bah, du coup, ça aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc il faut ni trop ni trop peu de sommeil. Il faut trouver le juste milieu et on va voir, comment faire pour bien identifier le juste milieu qui est propre à chacun. L'alimentation joue un rôle très important, puisqu'on a des aliments qui sont vraiment très propices, à la sécrétion des différents, hormones et neurotransmetteurs qui sont propices au sommeil ou à l'endormissement. Donc je ne développe pas ici parce qu'on va le développer, par la suite. Alors le petit train du sommeil, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu. Donc en fait un train, c'est un ensemble, une succession de cycles, en sachant que cette succession de cycles fait lui-même un train du sommeil et qu'on va avoir plusieurs trains pendant la nuit. Donc un train va durer environ 1h30, 2 heures suivant les personnes, suivant aussi le moment pendant la nuit. Et chaque train va être constitué de plusieurs wagons. Alors la locomotive, c'est la phase d'endormissement qui va durer entre 5 à 10 minutes, qui peut durer un petit peu plus longtemps chez certaines personnes, un petit peu moins chez d'autres. Et après, on va avoir une succession de wagons qui vont correspondre aux différentes phases. Le sommeil lent, avec le sommeil lent très léger, léger, profond et très profond. Et le sommeil paradoxal qui, lui, dure environ 10 à 15 minutes. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre que les signes de l'endormissement, ils sont faits vraiment pour nous indiquer qu'il y a un moment, où il faut aller se coucher ou en tout cas, il faut, les écouter et dormir. Les signes d'endormissement, c'est tout ce qui est bâillement, les idées qui se brouillent, les yeux qui piquent. Quand on perçoit ces signes-là, il faut normalement pas essayer de lutter et aller se coucher. Heu, En phase de sommeil lent léger, là, on va entendre, on va comprendre, mais on ne peut plus agir. Et quand on est en phase de sommeil lent profond, là, on n'entend plus rien. La phase de sommeil paradoxal, c'est la phase où on a tout le mental qui va travailler, notamment avec l'activité des rêves. Alors, donc il y a une succession de plusieurs cycles pendant la nuit, et la latence entre 2 cycles, heu, elle est de quelques minutes, voire même quelques secondes des fois. C'est juste un réflexe ancestral. Ça correspond à l'ère où, il fallait qu'on se réveille pour vérifier qu'il n'y avait pas de dinosaures qui rentraient dans la grotte. Donc aujourd'hui, on n'en a plus trop besoin, mais malgré tout, ça, c'est resté. Alors là, c'est, typiquement une, succession de différents cycles de sommeil, sur une nuit. Donc vous voyez qu'au début, on a un sommeil paradoxal qui est relativement, faible, avec une phase de sommeil lent, profond, voire très profond, qui est relativement longue, hein. Donc ça correspond ici au début, du cycle. Et puis au fur et à mesure des différents cycles et on avance dans la nuit, le sommeil paradoxal augmente. Alors par contre, le sommeil devient de moins en moins profond. Vous avez probablement déjà, expérimenté ça, au cours d'une nuit. Voilà, donc très rapidement une introduction par rapport au sommeil, à quoi il sert et comment ça fonctionne. Et maintenant, donc on va vraiment voir, des choses concrètes pour bien favoriser, un bon sommeil. Alors avant toute chose, ce qui est important, c'est de savoir quel dormeur vous êtes, hein, parce que, bah, par exemple Françoise et moi, et puis, bah, vous avec, votre conjoint par exemple, vous n'avez pas du tout les mêmes rythmes. Donc il faut juste arriver à bien identifier ça. Donc déjà savoir est-ce que vous êtes plutôt du soir, plutôt du matin? Ça c'est assez facile à identifier. Si le soir vous êtes du style à vous endormir sur le canapé à partir de 21h, c'est que clairement vous n'êtes pas du soir. Donc j'espère pour vous, vous êtes plutôt du matin. Comment savoir si on est plutôt du matin? Ben, vous vous réveillez, alors déjà souvent avant le réveil, et en plus, bah, vous êtes d'attaque tout de suite dès le matin, hein. Vous n'êtes pas du style à avoir besoin de 3 ou 4 cafés pour être en forme. Voilà, là vous allez être plutôt du matin. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, est-ce que vous êtes un gros ou un petit dormeur? Alors gros et petit, c'est quelque chose de très subjectif. C'est sûr que si vous avez besoin de 5-6 heures par nuit, on va vous qualifier plutôt d'un petit dormeur. Si vous êtes plutôt il est plutôt nécessaire que vous dormiez 9 heures, alors là, c'est sûr, vous êtes plutôt un gros dormeur, hein. Donc il faut juste arriver à bien identifier ça.
Simplement, faire attention à tout ce qui est excitant, hein, donc là, ouais, belle dose de café. C'est sûr que, bon, une fois de temps en temps, faire une nuit un peu plus courte que ce qu'on voudrait, pourquoi pas? Mais le faire de manière régulière, ça, c'est pas s'écouter. Donc là, ça va être nettement plus compliqué. Alors, quelques petits conseils, des choses à ne pas faire, hein, si vous voulez, bien dormir. Alors déjà, première chose, faire, des activités physiques ou intellectuelles très intenses en fin de journée. Alors, par exemple, pour moi qui suis sportive, c'est vrai que, j'évite dans la mesure du possible de faire des entraînements en fin de journée. Alors, c'est vrai que des fois on n'a pas le choix, hein, donc quand on n'a pas le choix, ben, on fait avec, mais on essaye d'éviter. Ensuite, alors ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, on essaye d'éviter tout ce qui est excitant. Alors il y a des excitants qui sont connus, hein, le café, le thé, mais l'alcool, c'est un excitant aussi, le tabac et tous les produits sucrés, hein. Donc typiquement, si vous aimez bien votre petit chocolat, votre glace ou, un petit dessert tous les soirs, sachez que ça, c'est des choses qui peuvent nuire à votre bon endormissement. Petit mot par rapport au café, hein, le robusta, vous savez que c'est un café qui est très, très costaud et effectivement et l'arabica contient 2 fois moins de caféine que le robusta. Donc si vous buvez du café, régulièrement, il faut savoir qu'il y a un effet, qui s'estompe malgré tout, hein. C'est un petit peu comme les médicaments, si on en prend vraiment très régulièrement, l'effet s'estompe aussi. Et puis donc savoir aussi, hein, si vous avez des enfants et qu'ils boivent des sodas, bah, plus l'enfant est petit et plus il va être sensible à tout ce qui est caféine. Si vous dînez trop tard, hein, alors vous avez probablement déjà fait l'expérience aussi, hein, donc un dîner qui est copieux, arrosé de surcroît, ou qui est pris trop tard, hein, ça c'est des choses où vous allez sentir, hein, votre cœur va battre plus fort et plus vite, donc ça va être plus compliqué de vous endormir. Des choses, assez simples là aussi, hein, les appareils électroniques. Donc honnêtement, essayez vraiment dans la mesure du possible d'avoir dans votre chambre aucun appareil électronique. Si vraiment vous avez besoin par exemple de votre téléphone en tant que réveil, mettez-le sur mode avion. Ne le regardez pas, baissez la lumière, usez et abusez de toutes les petites choses, de tous les petits trucs, qu'on met à votre disposition, hein. Il existe des applications qui permettent de diminuer la lumière à la fois, sur le téléphone, mais aussi sur, l'ordinateur. Donc, vraiment essayez d'y penser. Essayez de ne pas avoir de la lumière forte dans votre environnement. Et alors aussi, hein, et sachez écouter les signes. Typiquement, si vous êtes en train de regarder un film et que vous êtes déjà endormi 3 fois, a priori, c'est que là, vous êtes vraiment fatigué, donc il faut aller vous coucher. Mais aussi, vous avez encore plein, plein de choses à faire. Maintenant, dites-vous simplement: «Je vais me coucher et puis demain, ça ira mieux, je serai en forme et je pourrai faire tout ce que j'ai encore à faire». Dernier petit conseil, c'est pas la peine d'essayer de rattraper le week-end ce que vous n'avez pas dormi la semaine. Honnêtement, le corps, il aime la régularité. Donc, vous pouvez essayer de dormir, on va dire 1 heure de plus, décaler les heures de coucher et de lever, ah, on va dire, aller à une plus ou moins un. Par contre, plus, honnêtement, c'est plutôt contre-productif, hein. Alors à favoriser, alors le dessin là que je vous ai mis, c'est, du feng shui, donc j'en parlerai au moment où je vous parlerai du feng shui. Donc évidemment, c'est déjà tout ce qu'on a vu, hein, donc pas faire une activité trop stimulante, pas avoir un niveau sonore trop élevé, ni une lumière trop importante. Bien percevoir les signaux du sommeil, si vous vous endormez évidemment, mais même si vous bâillez régulièrement. Avoir une température basse dans votre chambre, 19 degrés, c'est vraiment le maximum. En été, vous pouvez essayer de prendre une douche tiède, mais pas froide, de manière à pouvoir abaisser la température corporelle. Il faut avoir une chambre qui ne soit pas, surchargée, une chambre aérée, une chambre oxygénée avec une literie de bonne qualité. Tout ça, c'est des conseils de bon sens, mais je préfère vous les rappeler quand même. Alors concernant le feng shui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, une technique d'aménagement de son intérieur. Donc il est important en feng shui de bien laisser circuler l'énergie et aussi de ne pas être à des points, à la croisée des chemins de l'énergie. Alors quand vous regardez à droite, la colonne de gauche, c'est les choses qu'il faut éviter et la colonne de droite, c'est les solutions qui sont proposées. Donc si je prends, on va dire, par exemple, la configuration avec le lit bleu foncé, qui est dans un angle. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qui est pas, souhaitable dans la mesure où on n'a pas de protection derrière la tête, hein. C'est un petit peu un sentiment qu'on peut avoir quand on met un canapé en plein milieu d'une pièce.
Si on ne met rien derrière, on va toujours avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient derrière. Là, ce qui est proposé pour contrebalancer ça, c'est de mettre le lit tout simplement ici, contre le mur. Donc comme je vous ai dit, se coucher et se lever à heure régulière, y compris le week-end. Si vous vous réveillez ou si vous avez du mal à vous endormir, je vous conseille de ne pas regarder l'heure. Alors c'est quelque chose de facile à dire, mais finalement, c'est vrai que ça sert à rien, à part à s'énerver, de regarder l'heure. Et enfin, donc un petit conseil, ça c'est pour l'ordinateur, hein, l'application f.lux. C'est une application qui vous permet de dire où vous habitez, de donner vos horaires de lever et de coucher du soleil. En fait, ça adapte la luminosité sur votre écran. C'est-à-dire que là, je suis en pleine journée, mon écran est avec la lumière bleue normale, mais en fin de journée, la lumière va devenir jaune progressivement, de même que le matin tôt. Et donc ça permet naturellement de limiter l'exposition à la lumière bleue. Donc f.lux. C'est une application qui est gratuite. Alors quelques mots pour les enfants. Il est important pour, qu'ils apprennent le plus tôt possible une bonne hygiène, c'est qu'ils arrivent à s'endormir tout seuls et qu'ils arrivent à se rendormir tout seuls aussi. Également, si par exemple les parents travaillent beaucoup ou sont en horaire décalé, c'est quand même bien qu'il y en ait un des 2 qui soit là, mais il n'est pas indispensable bien sûr que les 2 soient là. C'est-à-dire, typiquement, il y a des enfants qu'on laisse veiller jusqu'à 22 heures le temps que les parents rentrent, donc l'un des 2, celui qui manquait rentre. Heu, Moi je vous conseille de l'endormir et en fait d'alterner suivant les horaires de travail. Quand on travaille de nuit, quelques petits conseils. Alors là, pour le coup, essayer d'avoir un réveil le plus naturel possible, se protéger du bruit, donc mettre des bouchons d'oreille, hein, quand on se lève, quand on va se coucher le matin. Et puis, débrancher le téléphone, enfin essayer au maximum de ne pas être dérangé. Alors, une activité physique, minimale quotidienne va vraiment favoriser un bon sommeil. Donc, il ne s'agit pas, d'aller faire quelque chose de très explosif, hein, mais simplement de mettre le corps en mouvement. De faire des étirements, des assouplissements pour chasser les tensions, ces tensions qui sont nuisibles à un sommeil réparateur, ça c'est aussi une bonne idée. Et puis donc, bon ça ce sont des conseils, classiques, hein, de faire une activité douce, 2-3 fois par semaine. Donc ça, prenez quelque chose qui vous convient bien. Alors cette activité physique, elle a vraiment plein de vertus pour le sommeil. Elle a des vertus pour plein d'autres choses, mais notamment pour le sommeil. Vous vous rendez bien compte quand vous avez fait, une belle promenade que vous êtes fatigué, mais c'est une fatigue qui est saine. Ça va vous permettre de diminuer votre stress aussi, d'augmenter la sécrétion des endorphines. Donc tout ça va concourir à ce que vous ayez un bon sommeil. Alors l'alimentation comme vecteur de sommeil. Quelques petits éléments de base. Il est important d'avoir une prise alimentaire régulière. Donc, ça permet, comme je vous disais que le corps aime la régularité, d'avoir un rythme dans la journée. Donc typiquement, même si vous travaillez en horaire décalé, en horaire d'équipe, il est important de garder 3 repas par jour en respectant les principes que je vais vous donner. Avoir un petit déjeuner qui soit plutôt gras et protéiné. Donc vous voyez, j'ai mis un exemple d'œuf à la coque, ça peut être du saumon fumé, ça peut être du fromage. L'idée, c'est de manger le moins de sucre possible parce que le corps n'est pas équipé pour, heu, métaboliser le sucre le matin. Le déjeuner, lui, on essaye d'avoir, un repas, équilibré dans le sens protéines, glucides, lipides. L'idée, c'est d'avoir un maximum de légumes, d'avoir des protéines animales ou végétales et une part de féculents. J'insiste sur le fait que même au travail, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, hein. Donc, il ne s'agit pas de alors une fois de temps en temps, on va manger un sandwich, mais, il ne faut pas que ce soit, de manière régulière. Parce que sinon vous allez fatiguer votre corps et surtout, vous allez avoir très faim le soir et au contraire, le soir, il faut essayer d'avoir un dîner qui soit plutôt léger. Puisque vous vous souvenez, plus le dîner est léger et puis mieux on va pouvoir s'endormir et avoir un sommeil réparateur. Donc on essaye le soir d'avoir un dîner qui soit plutôt léger et végétarien. Ça n'empêche d'avoir de belles assiettes comme celle que j'ai mise. Alors en termes de nutrition, là, on peut s'appuyer sur, un certain nombre de nutriments. Le magnésium, hein, il est ultra connu. Alors il sert à énormément de choses, hein. C'est un cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Donc on comprend qu'il ne faut pas manquer de magnésium.
ici, pour ce qui nous intéresse par rapport au sommeil, le magnésium, il détend, il favorise le repos nocturne. C'est aussi un cofacteur de fabrication de la mélatonine. Donc, si on est carencé, on va moins bien fabriquer la mélatonine. Et puis, c'est aussi un facteur aggravant de stress, hein. Plus on manque de magnésium et plus on va avoir du mal à gérer tout ce qui est stress et nervosité. Donc, pour bien assimiler le magnésium, si par exemple vous avez recours à des compléments alimentaires, je vous conseille d'en choisir qui sont avec de la vitamine B6 et de la taurine, qui sont des cofacteurs d'assimilation. À savoir que les meilleurs sels de magnésium que vous trouverez sur le marché, c'est-à-dire ceux qui sont, les mieux tolérés et les plus biodisponibles, ce sont, les sels malates, citrates et bisglycinate. Voilà, favorisez vraiment ces 3 sels, donc il suffit de regarder sur la composition des compléments alimentaires que vous achetez. Un petit mot par rapport sur le tryptophane. Donc le tryptophane, c'est un acide aminé qui, lui, est un précurseur de la sérotonine qui, vous vous souvenez, est un précurseur de la mélatonine. Donc le tryptophane, va permettre d'avoir une bonne sécrétion de ces hormones, de ces neurotransmetteurs et donc d'avoir un sommeil qui soit le plus réparateur possible. Le tryptophane, on ne va pas le prendre en complément alimentaire, hein, on le trouve très simplement dans des aliments que j'ai indiqués ici. Donc il suffit de faire attention à avoir une alimentation variée et équilibrée comme vous le voyez et on ne manquera pas de tryptophane. Le meilleur moment pour manger ces aliments, c'est plutôt le midi, éventuellement à 16 heures, mais le soir, c'est déjà un petit peu trop tard, hein, parce que vous savez que ces réactions, elles commencent en milieu d'après-midi. Donc c'est sûr que si on consomme du tryptophane, trop tard dans la journée, ça ne servira pas à grand chose. Alors maintenant, les troubles du sommeil, hein. Donc vous avez suivi tous ces bons conseils, mais malgré tout, on a, un certain nombre de troubles du sommeil. Ben, vous allez voir qu'en naturopathie, on a pas mal de trucs pour y remédier. Alors déjà, simplement, troubles du sommeil, insomnie, hein, c'est 2 choses différentes. Alors on va parler de problèmes chroniques à partir du moment où ils se produisent plus de 3 fois par semaine depuis plus d'1 mois. Donc on va avoir des problèmes d'endormissement, donc ça, ce sera surtout chez les personnes qui continuent à mouliner et qui ont du mal à décrocher de leur journée. Des problèmes de milieu de nuit avec des réveils nocturnes et des difficultés à se rendormir. C'est à peu près le même type de population, sauf qu'on a la préoccupation des réveils nocturnes. Et en fin de nuit, ça peut être des réveils prématurés. Là, ça peut être parfois le signe d'une dépression. Je dis bien parfois. Alors, les causes d'insomnie, elles peuvent être transitoires, hein, c'est simplement vous avez quelque chose qui vous travaille particulièrement ou vous avez une pathologie. Donc ça peut être chronique, comme je l'ai dit. Ça peut être en lien avec une mauvaise hygiène du sommeil, c'est-à-dire tous les conseils qu'on a vus dans la partie précédente, il y a pas mal de choses que vous ne faites pas. Et puis ça peut être en lien vraiment avec des problèmes médicaux comme la maladie de Parkinson, des troubles endocriniens, des apnées du sommeil ou le sevrage de médicaments. Alors, les conséquences, hein, de ces troubles du sommeil, évidemment, c'est logique de la fatigue avec de la somnolence, ça va être aussi de l'irritabilité, mais des choses qui peuvent être nettement plus embêtantes, notamment dans le travail, des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer, hein. Donc ça peut mener même, chez les jeunes à des difficultés scolaires, à des accidents, à des affaiblissements du système immunitaire, donc les conséquences sont très, très nombreuses. Un très rapide mot, sur le stress. Ça, c'est une échelle que j'aime bien, qui est très facile à utiliser, que vous pouvez trouver très facilement sur, internet. Donc, c'est l'échelle, qui va vous permettre d'évaluer votre niveau de stress. Donc vous voyez, hein, il y a un certain nombre d'événements qui sont listés. Il s'agit de dire si, ces événements sont survenus une ou plusieurs fois durant les 24 derniers mois. Si vous après vous faites l'addition, de ces différents événements et vous pouvez évaluer si vous êtes en niveau de stress. Donc, si vous avez un résultat qui est de plus de 300, le niveau de stress sera très élevé. Donc, le stress, il va perturber le sommeil, principalement à cause de l'hormone du stress qui est le cortisol. Elle est sécrétée naturellement, on va dire, à la fin de la période de sommeil pour vous permettre d'avoir un bon éveil. Mais si vous êtes stressé vraiment de manière permanente, de manière chronique
et pendant très longtemps, vous allez sécréter du cortisol régulièrement, vous allez l'accumuler et c'est ça qui va nuire à, votre bon endormissement, voire à un bon, rendormissement si vous êtes réveillé pendant la nuit. Alors, un tout petit mot sur, les apnées du sommeil et le syndrome des jambes sans repos qui est la planche d'après. Simplement parce que ce sont 2 causes de mauvaise gestion du sommeil. Donc là, je vous mets simplement quelques petits conseils. Si vous souffrez d'apnée du sommeil ou si vous êtes, sujet aux apnées ou si vous connaissez quelqu'un pardon qui en souffre. Alors souvent il y a des problèmes de surpoids, hein, quand on fait de l'apnée du sommeil, donc ça peut être bien de perdre quelques kilos. Pratiquer une activité physique régulière, aussi pour gérer, alors c'est sûr pour perdre du poids, mais aussi, pour gérer ces apnées du sommeil. Avoir des habitudes de sommeil qui soient régulières. Avoir un matelas ferme, hein. C'est sûr que plus on est affaissé et plus on va avoir ce problème d'affaissement, de la paroi, du pharynx. Et puis là, vraiment, faire très attention à avoir un dîner très léger, éviter tout ce qui est fromage,